Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à constamment en apprendre plus et à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir pu interviewer quelqu'un que je connaissais de loin et que je n'avais pas revu depuis 4 ans, Thomas Jiang, ici à Bali, parce que c'est là qu'il s'est expatrié et ça va être un petit peu le sujet de cet épisode. Thomas est globalement entrepreneur, coach sportif, actif principalement sur les réseaux sociaux dont Instagram, TikTok, YouTube, un petit peu partout. Et comme je l'ai mentionné, Thomas a décidé, il y a plus de 3 ans maintenant, de quitter la France sans se retourner pour toujours. En tout cas, c'est l'optique dans laquelle il est toujours aujourd'hui. Et ça m'intéressait beaucoup en étant venu ici, en me posant des questions peut-être un petit peu similaires, sait-on jamais, d'avoir son retour d'expérience là-dessus. Donc on va commencer par voir un petit peu son parcours ensemble, parce que Thomas, il est passé globalement de livreur à plein temps chez Deliveroo à Paris sur son vélo à entrepreneur à succès expatrié à Bali à la tête d'une grosse équipe. On va creuser justement un petit peu la question de pourquoi est-ce qu'il a voulu quitter la France, pourquoi est-ce qu'il a atterri ici à Bali. On va creuser un peu tout ça, on va voir un petit peu le cheminement qu'il a fait parce qu'il a pas mal voyagé, d'abord en sac à dos en Asie, ensuite dans l'optique d'y travailler, et on va revoir un petit peu tout son parcours de voyageur. Et on va ensuite se concentrer un petit peu sur la vie ici à Bali pour lui. Qu'est-ce qui est le quotidien d'un nomade, d'un entrepreneur, d'un expatrié à Bali aujourd'hui? Il va nous parler un petit peu de son quotidien, de sa journée type de travail. Et d'ailleurs, petit teaser, la prochaine vidéo YouTube qui sortira sur ma chaîne principale normalement, ça sera justement moi qui suis arrivé ici et qui me suis intégré un petit peu à cette routine et qui est testé cette routine de nomade sur une journée. J'ai plus ou moins fait comme Thomas parce que je me suis dit, il a l'air de savoir ce qu'il fait, je vais faire un petit peu les mêmes choses. Et ça sortira normalement quelques jours après ce podcast. On va aussi pas mal s'attarder dans cette discussion sur la mentalité de Thomas. Parce que Thomas, il n'a pas fait des grandes écoles de business, etc., qui lui ont tout appris. Il a tout appris lui-même, mais il avait une certaine mentalité, une certaine discipline qui est très intéressante, qui provient de différentes sources. On va en discuter de deux un petit peu plus profondément, parce que Thomas a commencé le sport compétitif à haut niveau déjà assez jeune. Il a été coaché par des coachs qui l'ont suivi très longtemps et qui lui ont inculqué certaines valeurs, une certaine discipline et mentalité et goût de l'effort et d'aller jusqu'au bout. Et on va également discuter d'autres déclics, notamment des déclics qui lui ont donné envie de se reprendre en main, de se protéger, de pouvoir se défendre lui-même et sa famille par rapport à des choses qui lui sont arrivées lorsqu'il vivait encore en France et dont il va nous parler. Comme d'habitude, comme j'aime bien faire aussi sur ce podcast, on terminera sur une petite note entrepreneuriale en regardant un petit peu son business aujourd'hui, de quoi est-ce qu'il consiste, comment est-ce qu'il en est arrivé là un petit peu aujourd'hui, parce que là, il est à la tête d'une équipe de plus d'une dizaine de personnes qu'il a recrutées lui-même, une par une, au fil des dernières années. On va regarder un petit peu tout ça. Ça fait un bel épisode, assez complet. J'ai beaucoup aimé cette rencontre et cette discussion. J'espère qu'elle te plaira aussi. Sans plus de transition, voici ma discussion avec Thomas Jiang. Ça fait plus comme avant où tu découvrais des nouveaux skis. Maintenant, les nouveaux skis, il faut aller les chercher. Je sais pas, traction une main, ok, tu y arrives. Après, tu fais quoi? Une main avec du poids, etc. Mais passer de 3 tractions à 4 tractions une main, c'est une perf énorme déjà. Ouais, c'est surtout un jump monstrueux en termes de, enfin, tu fais du plus 30, tu demandes du plus 33%. C'est pas possible. Ouais, c'est ça. Enfin, même, je sais pas, tu passes toi, tu sais, en plus, d'une straddle à une full planche, le fossé est énorme. Ouais, je me suis pas rendu compte parce que la straddle, ça fait des années que je l'ai et la full, ça fait des années que je l'ai pas, tu vois. Tu vois, c'est ouf, hein. Ouais, c'est un truc de fou. Et en plus, ce qui est marrant, du coup, c'est que pour la première fois, on s'est rencontrés, c'était au salon du fitness en 2018, je me souviens bien. C'est mon premier salon du fitness, c'était donc à Paris. Moi aussi, mon premier, je crois. Ouais, c'est vrai, ton premier. Ouais. Et t'étais là et on était les deux dans l'Arena Street, le petit rassemblement des mecs du street au milieu du couloir, tu sais, devant à l'étage. Et là, et du coup, c'est la seule fois qu'on s'est vu avant là aujourd'hui, parce que là maintenant, on filme ce podcast, on enregistre ce podcast chez toi, dans ta villa à Bali. 4 ans après, et on s'est rencontrés, évidemment, on s'est vu quelques jours avant, ça fait quelques jours que je suis là, mais quand on s'est rencontrés en 2018, t'habitais toujours en France? T'étais toujours dans ta vie d'avant, entre guillemets? Ouais, on va dire une vie parisienne, quoi. Vie parisienne. Parce que là, maintenant, t'es expatrié à Bali depuis combien de temps? 3 ans. 3 ans que t'es à Bali, t'as débarqué ici quoi, 2019?
Ouah, je sais même plus, hein, le temps passe tellement vite. 3 ans et quelques. Ouais, on va dire ça, 3 ans et quelques. 3 ans et quelques. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse pas mal, c'est de comprendre un petit peu ton parcours, ton cheminement, ton raisonnement, et qu'est-ce qui t'a amené à débarquer ici il y a 3 ans. On s'est rencontrés là en 2018, je sais pas exactement où tu en étais. Si tu peux nous en dire un peu plus du coup sur ton parcours jusqu'à ce que tu décides de faire le pas et je sais pas, de prendre tes valises et de te barrer. En fait, de mémoire 2018, en plus j'avais parlé avec Elio aussi, il me semblait, avec Elio, parce que du coup il me semblait que lui vous étiez déjà dans le contenu de mémoire. Moi j'ai fait ma première vidéo fin 2017 et on s'est rencontrés quelques mois après. Mais il me semble que en 2018, t'étais peut-être ou Elio ou toi, mais un des deux était déjà assez bien placé, je crois, sur YouTube, en tout cas sur moi Elio, je pense. Ouais. Qui tournait bien, quoi. Ouais, on a les deux commencé à ce moment-là. Ok. Et du coup, moi, je sais plus ce que je faisais là. Soit j'étais encore livreur chez Deliveroo. Parce qu'avant, t'étais livreur, du coup. Deliveroo pendant 1 an. Ok. Quand ça a commencé, donc je sais plus si c'est 2017, 2018, mais j'étais livreur. À Paris. Pendant 1 an. Donc scooter. Vélo. Temps plein. Vélo temps plein. Pendant 1 an. Donc dur, mais assez marrant. Ouais. Assez marrant. T'en tires des bons souvenirs ou ça t'a appris qu'est-ce que ça t'a appris d'être livreur? Parce que moi je sais pas du tout ce que c'est, tu vois, livreur à vélo. Donc tu livrais la bouffe, c'est ça? Tu livrais la bouffe, tout simplement. Ouais. T'es sur l'app, tu reçois des commandes. Tu vas le chercher et tu livres. Ok. Et t'es méchant. Qu'est-ce que ça m'a appris? En fait, c'est là où j'ai commencé à lire des livres. Ok. Parce qu'en fait, t'avais pas beaucoup de clients. Ouais, c'est vrai, t'avais pas trop de taf. Et puis j'ai un pote à moi, il me dit putain, je lis des livres, c'est incroyable et tout. Et là, il me dit c'est le livre Réfléchissez et devenir riche. De Napoléon Hill. Ouais, j'ai dit mais c'est n'importe quoi ton livre. Comment tu vas faire devenir riche dans un bouquin qui coûte 5 €? Ouais. Mais je suis curieux, donc je l'achète sur Amazon et je prends tous les livres similaires. Tous. Parce que sur Amazon, dès que t'en achètes un, ils te recommandent les 14 qui et sont je les prends tous, moi je les prends tous parce que je me dis c'est Amazon, je leur fais confiance, c'est un bon algorithme. Allez. Ouais. Et là, je commence à lire en fait quand je livre en même temps et je me dis mais c'est incroyable ça. On m'apprend trop de choses là. Et puis du coup, en fait, en parallèle de livreur, j'apprenais beaucoup. C'est là où je me commençais à me former en marketing, etc. Et puis après, très vite, j'ai commencé à me lancer dans le coaching en ligne, coaching en vrai. Ok. One-on-one. Sportif donc? Ouais, c'est ça, à domicile. Parce que moi, j'ai une licence STAPS, un bac plus 3. Donc c'est ça que t'as fait avant? T'as fait une licence STAPS, t'as eu ton bac, t'as fait ta licence? Ouais, en fait, pour le parcours assez simple, j'ai eu la licence, je suis parti bosser en salle de sport. Ok. Je suis allé à Keep Cool. C'est une salle un peu chill. Donc t'étais coach en salle? On va dire c'était pas vraiment coach, mais on peut dire ça. Tu vois. D'accord. Et là, tu te rends compte qu'en fait, tu sers à rien globalement, tu vois. Et donc, je suis passé de ce job que j'avais à Keep Cool à livreur. D'accord. Ah oui, donc tu utilisais tes études, ta licence à la salle et tu t'es dit, ok, Balek, je vais faire livreur parce que ça te chauffait plus. En fait, tu gagnais plus en tant que livreur. Je pouvais monter jusqu'à 3 000 € par mois. Ok, parce que t'es payé à la com, à la livraison. À la com et à l'heure, mais comme tu sais, comme tous les débuts d'app, ils te payent bien. Ah d'accord. Moi, j'étais au début, donc ils te payaient super bien. Parce qu'ils n'ont pas une super réputation aujourd'hui, j'ai l'impression. Ouais, maintenant non. Et du coup, en fait, t'étais payé super bien. Donc entre le SMIC et 3 000 €. Ouais. Bon, je prends mon vélo, je fais du sport, je coach. Tu lis des livres en plus, putain. Voilà, donc je suis payé pour faire du vélo dans Paris. Je connais tout Paris, du coup, forcément. Ouais, putain, et puis du coup, je suis parti. Puis après, bon moment, un an, ça s'essouffle. Tu vois, là, il commence à être plus dur envers les tarifs, etc. Ils préfèrent payer moins, ce qui est normal. Hein. C'est une start-up, donc le but c'est de gagner de l'argent. Donc ils en gagnent pas déjà. Donc et puis après, je monte dans le coaching sportif. Je monte très rapidement. Je commence à avoir beaucoup de monde très rapidement. Et après c'était, je sais plus quand, il faudrait que je regarde les dates exactement, mais je fais un premier voyage au Vietnam. Ouais. C'était quand il faisait la neige incroyable sur Paris. Vraiment grosse neige, moins 10 et tout. Ouais. Et je me dis, c'est génial ça. Putain, moi, il fait 35 degrés. Et là, en France, il fait moins 10. et en plus, je peux faire ce que je fais, tu vois, Instagram, etc. J'avais, je pense, 10 000 ou 15 000 abonnés déjà à cette époque. D'accord. Donc toi, tu avais directement lancé, en fait, tu étais livreur, tu étais coach en salle, ensuite tu es passé à livreur. Et pendant que tu étais livreur, c'est là que tu as lancé ton compte Instagram? Parce non, j'ai lancé mon compte Instagram. Ouais, à peu près ça. Quand j'étais livreur, ouais, j'avais déjà un compte Instagram. Donc tu as commencé à coacher en ligne à peu près en même temps que tu livrais? Non, c'est après la livraison que j'ai commencé à faire du coaching. Parce que je savais pas me vendre. Ouais, d'accord. En fait, je me rappelle, il y avait un mec qui me disait, c'était dans le 91, il me dit, ah, moi j'ai plein de clients et tout.
Je me dis, mais lui, il est pas meilleur que moi, mais j'arrive pas à me vendre. Je sais pas combien je vends à un mec, tu vois. 30 €, 40 €, mais jamais je peux lui dire 60 €. Et donc, j'ai ce blocage, je sais pas comment me vendre. Et donc, je continue mon taf de livreur, tu vois, et je me dis, bon, allez, t'inquiète, ça va arriver. Après, en lisant ce livre, j'ai commencé à apprendre, tu vois, comment te vendre, etc. Et donc là, ça m'a ouvert un peu plus de portes et tout. Après, je me suis formé. Et puis en fait, après, j'ai voyagé à travers le monde. C'est-à-dire que j'ai fait Vietnam, j'ai fait Thaïlande, j'ai fait Philippines, j'ai fait quoi d'autre, Sri Lanka. D'Asie en tout cas. Voilà, j'ai fait un tour de l'Asie. Tu viens d'où originairement? De Chine. De Chine, ok. Je parle pas chinois. Donc j'ai vraiment écumé la partie Asie, sud-est, pardon. Et de base, je parlais pas anglais en fait. Ouais. Tu vois. Bah oui. Donc, parce que j'ai toujours été très mauvais à l'école, donc je me lance et tout. Et j'apprends sur le tas. Je me dis, mon rêve, c'est de parler anglais, d'être bilingue. Ouais. Qu'est-ce que ça fait de comprendre l'anglais et de comprendre ce que les gens peuvent dire dans des musiques, tu vois. Ouais, bah oui. Et ça t'ouvre un champ des possibles. Donc j'apprends sur le tas. Je comprends rien au début. Mon anglais, il est misérable. Donc t'apprends pendant tous ces voyages un peu? Ouais. Et puis donc maintenant, je suis bilingue entièrement. Mais ouais, ça m'a permis de me forger. Et puis mon dernier voyage, c'était Bali. D'accord. Mais Bali, c'était vraiment le truc où je voulais pas y aller. Ouais. Parce que je me dis, ouais, tout le monde à Bali. Tout le monde me dit, Bali, c'est génial. Franchement. Moi, je veux pas faire comme tout le monde. Ouais, voilà. Tu vois, je veux pas faire comme tout le monde. Allez vous faire voir avec Bali. Ça m'intéresse pas, Bali, tu vois. Ouais. Et donc, c'était ma dernière destination que je devais faire. J'avais tout fait. La Malaisie, la Thaïlande, le Cambodge, le Vietnam, le Thaïlande, Sri Lanka. J'avais presque fait tous les pays intéressants. Ça, c'était sur quelle étendue de temps que tu as fait tout ça? Ça, sur 1 an. Sur 1 an, tu as jumpé d'un pays à l'autre? Je faisais à peu près 2 mois dans un pays et je switchais. Ok. Et 2 mois, t'étais en mode avec ta valise, ton sac ou un sac à dos. Juste un sac à dos? Un sac à dos. J'avais un vieux sac que j'avais acheté comme ça. Ouais. Et j'achetais mes affaires quand je voyageais. J'avais juste mon PC, un vieux PC de merde en plus. Ouais. Et j'avais rien. J'avais un sac à dos, j'avais rien dedans. Ouais. Et ce qui m'intéresse du coup, c'est un petit peu la réflexion psychologique aussi. Bah, la première fois que tu as pris ton sac et que tu t'es barré, parce que tu t'es barré, et combien de temps après est-ce que tu es retourné en France? En fait, ce que je faisais, c'est que je faisais 2 mois et j'avais pas encore les couilles de me dire, allez, ciao. Donc, je faisais 2 mois, je revenais une semaine ou 2 semaines et je repartais. Je comprends. Et en fait, tu te dis, mais pourquoi je repars tout le temps? Mais tu sais, tu avais ce truc de, ok, je reviens, donc, ok, t'es en sécurité, tu reviens à la maison. Mais à chaque fois que tu reviens, tu te dis, en fait, c'est trop bien le monde. Pourquoi je suis en France là? Donc là, après, tu dis, je vais à Bali. Et quand tu es à Bali, tu dis, en fait, je peux plus partir. Là, c'est trop bien. Là, j'étais venu avec une amie à moi qui s'appelle Dévibration, peut-être que tu connais. J'étais venu la première fois avec elle. On se dit, viens, on va à Bali. Elle me dit, ok, on y va. On y allait, on est arrivé ici ensemble. Et elle est encore là, d'ailleurs. Moi aussi. Donc, bah oui, apparemment. Donc, apparemment. Et après, tu tombes in love. Ton in love, il y a tout ce que tu veux. Tout ce que tu as toujours rêvé, tu l'as. Ok. Et le premier voyage que tu as fait? Thaïlande. Non, premier, sans bosser, c'était le Vietnam. J'ai fait backpacking, le vrai backpacker. Attends, t'as commencé par faire du backpack en mode, je pars en vacances? Voilà, en mode, je veux découvrir le monde. Découvrir le je veux faire comment on appelle ça? Le globetrotter? Ouais, tu vois, le backpacker. Le backpack. Ouais, tu voulais vraiment l'expérience hôtel de jeunesse, tout ça? Voilà, auberge de jeunesse, les galères et tout. Et ça, franchement, c'est le meilleur truc que j'ai fait de ma vie. Ça a dû te faire grandir assez vite. C'est des trucs le plus drôle que tu puisses faire en tant que personne, je pense, où tu arrives dans des endroits, tu connais personne. Vous allez tous au même endroit. Parce que tu sais, c'est comme, je sais pas, on fait tous le même parcours, tu vois. Donc, tu commences du sud, ou tu vas au nord, ou tu vas du nord, ou tu vas au sud, tu vois. Et en fait, tout le monde va dans la même direction. Ça, c'est comme un Bali. Tu vas à Canggu, tu vas au Ubud, tu vas au Uluwatu, c'est pareil. Voilà, tu vois, il n'y a pas de nouveauté. Donc, tu croises des gens qui vont au même endroit que toi. C'est plus facile de rencontrer des gens et de rester en contact avec eux et de passer une partie du voyage avec eux. Du coup. Voilà, c'est ça. Et donc, tu commences à rencontrer des gens divers et variés avec des trucs what the fuck, hein. Mais ça te forge, tu vois. Tu apprends de nouvelles choses, tu rigoles et là, tu te dis, mais c'est génial. Pour 4 € la nuit, tu as un petit déjeuner, un lit. Moi, je n'ai pas attendu grand-chose. 4 €, belle vie, super, ça me va. Et donc, après ça, je me suis dit, bon, bah, je vais tenter l'aventure en Thaïlande. Donc, tu es rentré de… Je suis rentré. J'ai bossé en tant que coach, parce que j'avais mes clients. Et bon, tu gagnes bien et tout. Après, j'ai dit, bon, allez, ça va. Novembre, je me lance à Koh Lanta, en Thaïlande.
Ah ouais. Et on me dit, ouais, un super coworking et tout. Je me lance, auberge de jeunesse, et je suis dans le cowork et je bosse toute la journée. Donc c'est là que tu t'es dit, donc là tu es rentré en France et là tu t'es dit, ok, je repars, mais ce coup-ci, c'est pas pour faire le backpack, c'est pour me trouver un endroit où me poser avec mon ordi et bosser. Et bosser, d'accord. C'est ça. Et là tu t'étais déjà projeté, je vais rester X semaines, X mois. J'ai 2 mois. J'ai pris ton billet retour. Ouais. Ok, donc tu savais que tu revenais, c'était un test en fait. Ouais, c'est ça. Donc là, ça se passe bien. Après, je reviens pour je reviens, je crois, pour les fêtes de Noël, un truc comme ça. Et après, je repars pour les Philippines ou Sri Lanka, je sais plus exactement. Ouais. Et puis après, ça continue. Et je crois que je suis arrivé, je crois ici. Il faudrait que je demande à Davy. Davy, elle le sait mieux que moi en plus. Je regarde l'historique de conversation que j'ai avec Davy. Parce qu'on est arrivé vraiment, et après, je suis resté. J'ai fait une coupure pour rentrer en France pour le mariage de mon frère et pour un casting avec Koh-Lanta. J'ai presque réussi à aller chez Koh-Lanta. J'ai échoué au casting final. Ok. D'accord. Là où t'es à Boulogne-Billancourt. T'es un mec. Moi, j'ai toujours rêvé de faire ça, mais c'est une autre histoire, on dira. Mais ouais. J'ai été dernier casting. Il est resté 30 mecs. C'est vrai. Ouais. Et je suis pas pris. Et après, je reviens ici, chez moi, tu vois. Ouais. Puis après, c'est bon. Après, je suis plus jamais revenu en France. Ouais. Donc là, donc, tu as fait toutes ces destinations. Ensuite, tu as testé Bali dans le même mood, en mode j'y vais pour 2 mois. J'y vais pour 2 mois. Okay. Et quand je suis arrivé, je me suis dit, c'est incroyable. Ce pays, il est incroyable. Et du coup, j'ai extend jusqu'au mariage de mon frère qui était en juillet. Et puis, après, je suis plus jamais rentré. Ok, putain. Et t'as fait une autre partie de l'Indonésie ou t'as fait que Bali? Que Bali. J'ai fait un peu de voyage à droite à gauche, parfois à Java, mais je suis pas non plus le plus grand voyageur. Ouais. Mais j'ai surtout bossé comme un fou. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui me disent justement, depuis que je suis là, c'est quelques jours que je suis là, je rencontre des gens et ils me disent, ouais, Bali, c'est vraiment limite un pays à part du reste de l'Indonésie. Genre déjà, c'est pas la même religion. Oui. C'est très différent apparemment. Ouais. C'est des hindous, déjà. Le reste de l'Indonésie, c'est musulman. Ouais, c'est musulman. Un des plus grands pays, je crois. Ouais. Donc c'est déjà totalement différent, tu vois. Une culture différente aussi, donc l'expérience est sûrement très différente de si tu vas à Jakarta. Oui, c'est sûr. Ah oui, sur d'autres îles plus loin. Je l'ai pas fait, tu vois, mais moi ici, c'est sûr que c'est en tout cas quand tu vas à Lombok qui est juste à côté, c'est des musulmans, c'est pas pareil, tu vois. Ouais, c'est vrai. Le mood, l'atmosphère. Ouais, c'est totalement différent. La culture. Ouais, c'est totalement différent. Ouais. Parce que là, pour le coup, bon, moi, ça fait quoi là? Ça fait 5 jours que je suis arrivé à Bali. Moi, je suis là quelques temps, mais un petit peu aussi pour tester les eaux en mode. Qu'est-ce que c'est que de vivre un peu comme un nomade ou d'essayer de me projeter en mode est-ce que c'est un style de vie qui pourrait me plaire? Et j'ai choisi Bali. Pourquoi? Pour les mêmes raisons qui ne t'intéressaient pas au début, c'est-à-dire Bali, il y a tout le monde, il y a du monde en tout cas, il y a à la fois la connexion internet, il y a en fait toute la liste de choses que moi je me disais il me faut évidemment une bonne j'ai envie d'avoir une bonne salle de sport, j'ai envie d'avoir un bon environnement de cowork et la communauté, c'est important. J'ai pas envie d'être le seul mec qui bosse sur son ordi parce que sinon je me casse dans une jungle tropicale avec le wifi, je suis bien aussi, tu vois. Et est-ce que et du coup, ici, moi, qui suis arrivé, je remarque qu'il y a une grosse bulle. Comme on me le dit, c'est un peu une bulle, tu le dis toi-même. Là, on est à Canggu. Donc, Canggu, c'est une région pas très loin de Denpasar, pas très loin de l'aéroport de Bali. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui bossent ici. Donc, des expats, des nomades qui bossent en e-commerce. Ouais. Et toi, tu es arrivé ici il y a 3 ans et demi. Est-ce que c'était déjà développé comme ça, cette communauté? Non, parce que si tu regardes, il y a 3 ans dans Bali, tu tapes vidéo sur Bali, tu trouveras très peu de gens. Entre guillemets, il y avait quand même beaucoup moins de monde qui sont, en tant que, tu vois, comme moi, expats ici. Ouais. Maintenant, il y en a de plus en plus. Parce que tu vois, ils voient, lui, il reste. Oh putain, je vais voir aussi, moi. De plus en plus de bons témoignages à propos de la vie ici, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, tu vois une personne qui arrive et tu te dis... oh mais c'est génial ça, lui il reste, il doit y avoir un truc, tu vois. T'as rencontré d'autres personnes ici, mais au début, il y a 3 ans, il n'y avait pas autant de monde qui restait vivre ici, tu vois. Très peu, parce que déjà les visas étaient un peu plus complexes, etc. Maintenant ça se démocratise un peu plus, mais je pense que dans le fitness ici, j'étais sûrement un des premiers à m'expatrier en tout cas en tant que tel. Et après il y a d'autres personnes qui sont venues, mais c'était pas commun. En tout cas, après, il y en a peu qui sont vraiment expatriés. Moi, je suis vraiment expatrié. Oui, toi, tu es expatrié. C'est ça qui m'intéressait parce que entre nomade et expatrié, c'est quand même différent. Au début, tu as plus joué au nomade où tu allais 2 mois ici, 2 mois là. Moi, c'est plus… Après, chacun peut-être ses définitions, mais c'est plus ce que je verrais comme un nomade
Alors qu'un expatrié, c'est vraiment, ça fait 3 ans que tu es là et tu habites ici, quoi. C'est chez toi ici, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et t'étais un des premiers on va dire. À être venu et à être resté en plus. Ouais, je pense, parce que bon, après, il y a eu le Covid, les gens ont eu peur, ils sont partis. Moi, je dis. Moi, il y a eu le Covid, toi, t'es resté ici. Ouais, je me suis dit, moi, je partirai pas, les gars, faites comme vous voulez. Je retourne pas en France, me confiner à Paris. En fait, il y avait pas de confinement. C'était juste, les gens avaient peur de mourir ici, entre guillemets, tu vois. À Bali, tu dis? Il y a pas de confinement? Non, mais il y avait pas de confinement nulle part. Personne ne parlait de confinement, tu vois. Tout le monde parlait, je crois qu'en France, c'était non, mais on va jamais confiner. Jamais de la vie. On savait même pas ce que c'était le mot confinement déjà, c'était pas aussi populaire qu'aujourd'hui, quoi. Voilà, tu vois. Donc, et en fait, l'Australie a commencé à fermer et tout, et tout le monde est parti. Alors, du jour au lendemain, on a perdu presque la moitié des gens sont tous partis. Ça s'est vidé. Bon, je dis, partez si vous voulez. Ça va pas changer ma vie, les gars. Moi, je suis resté, et puis tout le monde est parti. Et après, tout le monde a regretté d'être parti parce qu'il pouvait plus rentrer. Ouais, parce qu'il pouvait plus revenir. Et donc, tout le monde trouvait des stratagèmes pour essayer de revenir, mais c'était trop tard, quoi. Bali avait fermé ses frontières et tu pouvais plus revenir. Ah oui, et ça a rouvert très récemment. Ça a rouvert il y a quelques mois avec des quarantaines de 5-7 jours dans des hôtels tout seul et tout. Qui n'avait pas l'air drôle. Et moi, je suis arrivé juste quand ils ont réouvert complètement. C'est-à-dire plus de quarantaine, un petit test PCR, faut être vacciné, tout ça, normal. Mais là, ça vient tout juste de rouvrir. Et là, je pense que tu l'as peut-être senti qu'il y a déjà. Ouais, là, les gens reviennent. Moi, ça me dérange pas. Tu sais, les gens disent, ouais, il y a trop de monde, etc. Je leur dis, ouais, mais les gars, les gens ils sont là pour les mêmes raisons que vous. Donc, moi, donc, s'il y a beaucoup de monde, ils sont exactement là pour les mêmes raisons qui fait que tu n'es pas en Somalie ou au Kenya, tu vois. Donc, effectivement. Pour moi, voilà, j'aime bien partager, puis ça change pas ma vie. Ok, il y a plus de trafic. Bon, tu vas pas te plaindre, c'est pas Paris, quoi. Ouais, bien sûr. Et pour revenir à la communauté qui y a ici, du coup, toi, tu l'as vu se développer, tu l'as vu grandir. Est-ce que c'est un truc qui t'a attiré, tu vois, d'un côté un petit peu plus business aussi, parce qu'il y a des gens ici qui s'en sortent très bien dans des différentes choses, notamment en ce qui concerne tout ce qui est marketing digital, e-commerce, création de contenu et tout. Toi, tu as pu bénéficier, tu as l'impression, de cette communauté quand tu es venu là? Oui, quand même. J'ai rencontré, pour moi, tous les, entre guillemets, tous les super potes que je me suis fait, sont à Bali. Alors en France, c'est un peu complexe, c'est à droite à gauche, tout le monde est dans son coin, etc. Personne ne se parle trop. Ici, c'est un peu tout le monde se rencontre. Bon, après, ça matche ou pas, hein. Tout le monde ne matche pas avec tout le monde. Mais oui, en tout cas, j'ai rencontré beaucoup de monde. Que ce soit, Chloé, j'ai rencontré Amandine Lescuyer, j'ai rencontré des gens qui font des livres, des gens qui font du marketing. Et en fait, tu apprends plein de choses. Ouais, j'imagine. Tu vois, même constamment. Même encore aujourd'hui, j'apprends beaucoup de choses avec plein de gens que je rencontre. Tu vois, par exemple, toi, t'es à Bali. Quand t'étais en Suisse et que moi j'étais en France, qui à quoi 1 heure de vol, à peine 30 minutes. Non, tu vois, c'est pas pour autant qu'on s'est déjà rencontrés alors qu'on était à côté. Alors non. que là, on est à 15 000 kilomètres, et parce que c'est un peu le point névralgique de tous les gens qui veulent un peu partir en vacances. Exactement. Ou tâter un peu l'aventure. Donc toi, tu les attends. Toi, t'es là, tu connais. Tu leur montres un peu à droite à gauche les petits conseils que tu aurais bien aimé avoir quand t'es arrivé. Apprendre le surf, etc. Et puis ouais, en fait, tout le monde arrive. Tu vois, tout le monde arrive et du coup, t'es content parce que tu sais que tous tes potes, ils vont arriver ici parce que c'est un peu the destination. Et est-ce que tu conseillerais là, du coup, éventuellement à quelqu'un qui nous écoute, qui se tâte à tester un petit peu l'aventure, est-ce que venir ici, c'est un point positif d'un point de vue. Alors oui, il y a la connexion, il y a le climat, tout ça, c'est un fait. Est-ce que la communauté fait une diff selon toi? Est-ce que c'est bien de venir ici en mode à la ruée vers l'or, en mode je vais rencontrer des gens intéressants qui vont pouvoir m'apprendre des choses, ou est-ce que tu as l'impression que c'est parce que moi je te le demande sincèrement, je sais pas, est-ce que tu as l'impression que c'est une communauté un petit peu fermée? Évidemment, tu vas peut-être pas devenir pote avec les multimillionnaires du jour au lendemain parce qu'ils ont autre chose à faire sûrement et il faut avoir de la valeur à leur apporter un petit peu. T'as l'impression que c'est un bon mood quand même? Moi, je dirais quoi là-dessus? Alors, le problème à Bali, c'est que tu es très distrait. Distrait. Donc, je pense que je commence à remarquer. Je pense que pour toi, ça va pas trop te déranger. Je pense que tu es un peu comme moi, introverti, donc t'as pas de mal à bosser dans ton coin et à finir tes projets. C'est comme ça que je préfère les travailler, effectivement. Voilà. Il y a des gens qui se laissent facilement distraire. Ici à Bali, voilà. T'as la plage, on a 5 minutes de la plage. Oui. T'as des planches de surf qui t'attendent, t'as des cocktails. Là, tu bosses, mais t'as la plage à côté, donc t'as l'esprit un peu vacances. Ici, moi, je suis en vacances toute l'année, en fait. Ouais.
Et c'est pas évident. Et c'est un truc que moi, personnellement, j'ai l'impression que j'aurais du mal. Les rares fois où quand j'étais à Barcelone, etc., je me dis, ouais, est-ce que je me verrais vivre ici et tout? Je me dis, mais putain, l'ambiance, elle est trop plage, en fait. Je me sens pas assez. Bah, évidemment, j'arrive, je reste une semaine, je peux pas me projeter suffisamment. Mais je suis là en mode, ok, mais là, je suis en vacances. Comment est-ce que je peux me conditionner à bosser 10 heures par jour si je suis en vacances? Ouais, c'est le plus dur. Il y a des gens qui arrivent à un bout de temps. Moi, j'ai réussi à le faire. Moi, je suis très discipliné et c'est très compliqué de me distraire. Donc, c'est mon goal et je perds jamais de vue mon objectif. Mais je le vois autour de moi. Ça se distrait. Bah oui, tu connais beaucoup de monde aussi. Y, il y a des soirées, il y a la Savaya, il y a la beach party, il y a la machin party. T'as tous les jours une soirée. Et tous les jours. En plus, c'est pas cher. En plus, c'est pas cher. C'est aussi pourquoi Bali c'est réputé, c'est que c'est le rêve entre guillemets. Et en plus, c'est pas cher. C'est pas cher. Et en fait, si tu veux, la plus grosse source de distraction, t'as pu le voir. Hein, mais ici, tout le monde est beau. Tout le monde est beau. J'ai remarqué, effectivement. Dans un rayon de 4 km, t'as que des beaux gosses et t'as que des nanas qui sont super jolies. Super hot, tout ce que tu veux. Elles sont toutes en string sur la plage, toutes bien gaulées, tannées, tout ce que tu veux. C'est vrai que c'est distrayant, j'imagine. Je vois comment ça pourrait distraire. Mais ça l'est pour beaucoup de personnes. Bah, évidemment, ça l'est pour tout le monde, on va pas se mentir. Et donc, tu te dois, toi, en tant que personne, de te dire, OK, je suis pas en vacances, je suis là pour scaler mon business, pour le mettre ici. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Bah, je me lève, boum, je suis dans mon cowork, je bosse comme un dingue, je me repose, je vais m'entraîner, je bosse comme un dingue, je mange, je dors et c'est reparti, quoi. OK. Donc, peut-être, pour quelqu'un qui aurait qui se sent facilement distrait au quotidien, ce serait peut-être compliqué. Après, j'ai envie de te dire, il faut se cadrer après, quoi. Faut essayer. Après, c'est sûr que sur Bali, pour moi, il y a un peu de tout. Hein. C'est comme je dis, je suis très taquin là-dessus parce que je suis très dur aussi envers ça. Mais t'as des gens, donc t'as ceux qui ont réussi. Ouais. T'as ceux qui essayent de réussir et t'as ceux qui réussissent pas du tout. Enfin, qui sont là, ils sont un peu perdus. Voilà, ils ont pris le moule et ils sont dans le deep ocean, ils sont profonds. J'ai vu justement quelqu'un l'autre jour qui m'a dit que justement il y avait beaucoup de gens qui venaient à Bali aussi lors d'une grosse rupture, deuil, problème dans leur vie. C'est en mode tu plaques tout et tu viens à Bali, pas juste pour la ruée vers l'or électronique. Donc tu trouves différentes catégories de... Ouais, bah en fait pour moi il y en a 3-4 entre guillemets. Donc t'as ceux qui réussissent bien, ils sont déjà là. T'as ceux qui apprennent à ceux d'en bas à gagner. D'accord. Coach des coachs. Ah ouais, d'accord. Voilà. Ouais. C'est moi, je t'apprends à avoir ma place. Tu vois, donc il est un peu au-dessus, légèrement, parfois même pas, mais il te vend le rêve qui va t'apprendre à gagner de l'argent, mais il n'en gagne pas une cacahuète. Coach des coachs, comme j'aime bien les appeler. Coach des coachs. Et puis voilà, parce qu'il y a tous ces mecs là qui gravitent, qui essaient d'avoir cette place. Exactement. Donc, t'as ça, et puis bon, il y a tous ceux qui sont au-dessus, et t'as d'autres gens qui sont là juste pour kiffer leur vie, surfer, retraite, et il y a aucun problème, tu vois. Donc t'as vraiment, tu vois, différentes couches donc d'objectifs et de style de vie. Ouais, donc tu trouves de tout. Tu vas trouver autant un prestataire pour ton marketing, pour tes Facebook ads, qu'un mec qui va t'apprendre à gagner de l'argent. Et t'en as d'autres qui sont tout en haut et eux, ils s'en branlent un peu, ils font leur vie, ils bossent comme des oufs et voilà, tu vois. Mais tu peux les rencontrer, hein, bien entendu. Il y en a plein que tu peux rencontrer, mais pour moi, l'échelon à balayer, c'est un peu comme ça, quoi. Ok. Ouais, et bah justement là, t'as hinté un petit peu t'as commencé à répondre un tout petit peu à ma prochaine question. Ce qui m'intéressait, c'est que du coup, toi, t'es là depuis 3 ans et quelques, t'es posé, t'as ton rythme. Là, tu m'as dit, ça fait une année à peu près que t'es dans cette villa-là. À quoi est-ce que ça ressemble une journée type pour Thomas? Pas une journée du style je vais visiter l'île, mais une journée en mode je suis là, je suis au travail, c'est ma vie. Moi, je me lève, je travaille, je fais mes bails. À quoi ça ressemble? Moi, mes journées sont très simples. Après, je sais pas toi comment t'es, mais moi, j'aime bien un peu les routines. Mais comment tu veux progresser dans quelque chose sans avoir une pseudo-routine? Pour moi, c'est impossible. Ça change tous les jours. Moi, j'arrive pas en tout cas. Ouais, bah moi, comme je viens d'un sport de haut niveau aussi, et où la base, c'est tu répètes jusqu'à temps. C'est quoi le sport? Tennis de table. Tennis de table, ah oui. Donc j'ai fait ça toute ma vie presque. Ok. Et en fait, c'est la routine comme jamais. Tu fais jusqu'à temps que ce soit naturel. Ça devient une automation, tu vois. T'as aussi été forgé par le sport en vrai, ça. Voilà. Ça te forge à toujours tabasser. Que tu sois en forme ou pas en forme, t'y vas. Et je sais plus c'était quoi ta question. Ta routine. Ah oui. Et du coup, ma routine, plus ou moins, c'est un peu ça. En ce moment, j'essaie de me réveiller le plus tôt possible. Mon rêve, c'est 5 heures. Ouais. Mais comme à chaque fois, je me gratte le soir et je me couche à 23 heures, donc je me décale. Mais moi, ma routine, c'est entre guillemets, je me lève à 6 heures. Je vais à la salle. Pas pour m'entraîner, plus pour juste faire un peu de vélo ou marcher.
Parce qu'à Bali, tu ne marches pas. Voilà, ça c'est un truc qui est important de retenir. À Bali, tu ne marches pas. Il n'y a personne qui marche à Bali. Tu ne peux pas marcher, il n'y a pas de trottoir et il fait méga chaud. Voilà, et ton niveau est… Bref, tu marches peut-être 1000 pas par jour, même moi. Je serais même pas étonné que tu marches 500 pas. Enfin, oui, parce que tu vas en scoot du point A au point B. Et il n'y a pas de transition, enfin, il n'y a rien. Donc, je marche à la salle et en fait, pendant ce temps-là, moi, j'apprends. J'apprends. Parce que moi, j'adore apprendre tout. Voilà, moi, j'ai une grosse équipe, donc je me dois d'être, entre guillemets, le leader de mon équipe et pouvoir guider tous ceux dans mon équipe, par différentes tâches et variées. Bon, après, forcément, le next goal, c'est de recruter quelqu'un qui est encore meilleur que moi. Mais du coup, j'apprends. Et j'adore ça, moi. Apprendre, lire, des podcasts. Donc, tu t'écoutes les podcasts, des livres. Je suis très YouTube. Très YouTube, surtout quand tu fais du vélo, c'est compliqué de lire en même temps. Donc, très YouTube, américain, tout en anglais. T'apprends, learn, et tu prends des notes. Après, normalement, vers 8h, je vais dans le cowork. Là, je mange, ça dépend. Je mange très léger et je bosse comme un dingue jusqu'à midi. À midi, souvent, en ce moment, je danse. Je danse 4 fois le hip-hop ou je m'entraîne. Donc, c'est soit tu vas à la salle, soit tu vas prendre tu prends des cours de danse privés, c'est ça? Voilà, hip-hop, que j'ai commencé il y a 6 mois. Peut-être qu'au moment où le podcast sortira, je serai une machine de guerre en danse. Mais c'est ce que je te souhaite. Et donc, d'ailleurs, ça m'a toujours intéressé, en fait, les domaines où c'est différent. Tu vois, genre… je sais pas, par exemple, les gens ont tendance à sortir. Et si toi, tu faisais les choses différemment, genre, est-ce que si toi, tu sortais pas et que tu apprenais plus sur toi au lieu de te divertir, tu vois, la danse, c'est pareil. Beaucoup de mecs savent pas danser. Mais moi, le premier, et comme peut-être tu te l'as dit avant, sauf que toi, t'as fait toute la différence, c'est-à-dire t'es passé à l'action pour changer et apprendre. Moi-même, je me dis, ça serait stylé de savoir danser. Ça serait stylé de savoir jouer un autre instrument. Ça serait stylé de parler une autre langue encore. Tout le monde est d'accord avec ça, mais ceux qui font et ceux qui sont d'accord, il y a un fossé, quoi. Le plus complexe, c'est que la danse, c'est comme le chant. Ça ressemble à rien au début. C'est vraiment la honte. C'est le ridicule qui fait peur là-dedans. Tu vois, quand tu joues au tennis, même si t'es mauvais, tu sais pas, tu t'en fous, mais ça se voit quand tu chantes que t'es nul, tu vois, ou que tu danses que t'es nul. Ah oui, ça s'entend et ça se voit. Tu vois, alors quand t'es pas à l'aise du tout. Mais tu vois, et t'as un peu la honte. Alors que si tu joues au ping-pong, peut-être que t'as déjà joué, tu t'en fous, tu vois, tu sais que c'est pour rigoler. N'importe comment, tu rigoles facilement. Voilà. La danse, quand socialement, c'est plus accepté. Voilà, tu vois et t'as le fossé. Et donc, ce que je disais, c'est que je danse en ce moment. Ce que je fais, c'est que moi, je me fais masser presque tous les jours. Un désavantage de Bali, il n'y a pas de doute. Je pense que je suis un des seuls qui me fait masser tous les jours. Je suis un dingue de ça. Donc, je me fais soit masser le crâne, soit les jambes, peu importe. C'est vraiment un moment où Ça, c'est directement après soit la salle, soit la danse. Je mange juste avant et après, je vais me reposer. Donc ça, c'est mon moment vraiment où je me repose. Ça me coûte combien entre 5 et 10 euros. Par massage. Par massage. Ouais, ça va, c'est abordable. Voilà, c'est ça. Ça reste un budget quand tu fais tous les jours. Tu fais tous les jours, mais voilà, je travaille pour et voilà, ça me dérange. C'est un investissement plus qu'une dépense dans un café hors de prix en France qui coûterait pareil, tu vois. Voilà. Donc je me relâche et puis avec le stress que tu as avec ton boulot et tes entraînements, etc., ça fait du bien. Ensuite, tu rebosses jusqu'à 17h30. Donc, dans l'après-midi, tu retournes au cowork. Ouais. Donc, tu as un coworking, là où moi je suis le même, mais pour expliquer un petit peu. Donc, c'est vraiment des endroits super bien aménagés pour bosser et qui s'adressent surtout à un public d'expats, de nomades, parce que c'est assez cher, mais la connexion, elle est top. Elle est top. Et puis, c'est surtout un truc de feignant comme moi. Moi, j'adore, c'est un vrai prince. Tu t'assois, tu as ton café, tu as tout qui vient, tu fais rien. C'est royal. En plus, tu as des écrans, tu as ton ordi, tu as tout ce qu'il faut pour bien bosser. La clim, évidemment. Tu veux un smoothie pomme citron, t'es là, tu viens jouer un smoothie, tu l'amènes, tu bois, c'est génial. Tu sais, t'es chez toi, tu veux un smoothie, tu dis ah putain, vas-y, je vais racheter des pommes. J'aille acheter des pommes et que je les mixe et que je les mixe et que je fasse, et ça c'est chiant. Là, tu payes 2 euros ou 3 euros, t'as ton machin qui arrive, c'est royal. Tu vois, t'as ton café, pareil, tu bouges pas, un café s'il vous plaît. Enfin, c'est trop génial, tu vois. Moi, c'est ça que j'aime bien. Oui, je comprends. Donc après, vers 17h30, si la saison est bonne, genre là, actuellement, comme on l'a fait la dernière fois en surf, tu surfes. Si t'as pas de deadline. On a été l'autre jour, c'était vraiment cool. Donc si t'as pas de deadline, tu vas surfer sunset, c'est très agréable, l'eau est chaude, machin. 19h, là, t'as 2 choix. Soit, comme on l'a fait la dernière fois, soit tu vas au spa, à la salle Body Factory et tu chill et puis après tu vas manger. Tu vas au spa, donc dans les petits bains, les petits trucs, tu as aussi le petit protein smoothie, tu as tout ce qu'il faut là-bas. Voilà, c'est ça. Donc tu finis vers 20h, après tu peux aller manger avec tes potes et bon,
cette partie-là peut varier. Si je vais pas surfer, c'est-à-dire que je hustle jusqu'à 19h. En ce moment, j'essaie de finir le plus tôt possible. Parce que tu sais, je sais pas toi, hein, mais moi, j'ai tellement bossé comme un dingue ces dernières années que je suis un peu, tu vois, je me sens un peu fatigué. Ouais, d'accord. Ouais. Je vois. Je comprends tout à fait le sentiment. Je crois en tout cas comprendre. Ouais. Je sais pas si ça, toi, quand t'as lancé tes trucs, etc., comment t'étais, mais moi, je bossais comme un dingue. Je faisais tout. Je pense que ça ressemblait en tout cas, ça ressemble à l'image que j'ai de ce que je faisais il y a 3 ans quand j'ai commencé. Ouais, 4 ans même. Et donc, moi, j'essaie en ce moment, justement, d'apprendre à bosser moins. C'est dur, hein? C'est dur. C'est plus dur que de bosser plus. En fait, c'est une histoire de changer d'habitude. C'est dur de changer une habitude. Ouais. C'est dur d'en créer une, mais c'est dur de la changer derrière aussi. Alors après, moi, je sais pas toi, mais moi, ce qui m'arrive, c'est que quand je bosse comme un dingue pendant 2-3 jours, il y a un jour où tu craches un peu. Je crache. Je sens que j'ai trop tiré, que j'ai trop donné et que là, il faut vraiment que je travaille pas. Sinon, j'y arrive pas. Malgré le triple café, tout ce que tu veux, je peux dormir. Et donc, ça m'arrive souvent une fois dans la semaine où quand j'ai vraiment envoyé du très très lourd, vraiment que j'étais une machine de guerre, un jour où je crache. Parce que la base, sinon, c'est tu bosses comme ça, tu fais ça plus ou moins tous les jours? Ouais, je suis assez stable. Ouais. Tu vois, mais parfois, j'ai un petit pic, j'ai un lancement, un produit à sortir. Là, je me mets en mode machine de guerre et en fait, je me fatigue parce qu'il y a un jour où… Mec, il n'y a rien de pire que les lancements et les sorties et les trucs, d'après mon expérience, pour cracher comme un porc juste derrière. Parce que il faut tout faire un peu à la dernière. Moi, j'ai fait du 14h, 16h par jour plusieurs fois dans ma carrière. Et la dernière fois, c'était il y a quelques mois, j'ai décidé plus jamais, ça n'en vaut pas la peine. Ouais. Mais oui, c'est hardcore. Du coup, j'ai arrêté. Je fais quand même moins. Tu sais, maintenant, j'ai 13 personnes dans mon équipe. Justement, tu vois, j'ai une grosse équipe, aussi, donc je bosse quand même beaucoup moins qu'avant. Clairement, je vais pas mentir. Et je les paye pour aussi, tu vois. Bien sûr. J'ai créé cette équipe exprès pour justement relâcher un peu la pression. Ouais. Et une petite question, dernière petite question un petit peu avant de passer au côté business qui m'intéresse aussi un petit peu, c'est aussi du point de vue de l'expatrié, t'avais pas du coup de racines fortes en France, ta famille, etc. Ça n'a pas été un souci pour toi de te dire je plaque tout quand même, tout ce que je connais, tous ceux que je connais, je vais quasiment plus les voir en vrai. Ouais, alors le truc c'est qu'en France, moi j'ai toujours été un peu à droite à gauche, j'ai déménagé énormément avec mes parents. Ok. Donc j'ai eu mais un truc, je suis resté 3-4 ans, tu vois. Donc c'est pas assez pour créer, tu vois, comme quelqu'un que tu connais depuis 15 ans ou 17 ans, où c'est très fort. Comme moi, je déménageais tout le temps, en fait, je perdais toujours un peu de vue tout le monde. D'accord, ouais. Et t'as été habitué à te déraciner un peu, en fait. Ouais. Ou pas t'enraciner plutôt. En fait, j'ai appris, moi, si tu veux, à être poker face. Ouais. Tu vois, pas d'émotion. Il y a pas d'émotion qui sort. Donc, ça veut dire que ça me pose pas de problème. Il y a aucun truc qui me pose problème. Donc, c'est dans le sens où, tu vois, en tant qu'asiatique, t'apprends à sourire tout le temps. D'accord. Tu vois, donc c'est poker face. Ça, tu penses que c'est propre à la culture asiatique? Alors, je sais pas si c'est ce qu'on t'a inculqué. Mais en tout cas, c'est garde le sourire, même si on te fait une blague raciste, peu importe, garde le sourire. Ça va bien, t'embrouille pas. Ok. Cherche pas les problèmes, ça en vaut pas la peine. Vaut pas la peine. Ouais. Donc, tu gardes le sourire et t'apprends ça. Et puis, en fait, voilà, tu voyages à droite à gauche et puis, tu peux rien. C'est la vie, tu vois. Donc, tu gardes le sourire et tout. Et finalement, moi, ce qui m'a fait vraiment partir, c'est qu'en France, t'as un sentiment d'insécurité. Ok. Toi, tu te sentais en insécurité. En insécurité. Ouais. Je me suis fait agresser violemment 2 fois. Et ça, c'est des choses qui marquent. Tu vois, c'est des choses où que tu veux pas revivre, forcément. Toi, t'es pas con. T'es pas un, tu sais, c'est. Pas sado. Voilà. Tu sais, il y a des trucs psychologiques où des fois, tu donnes de la douleur à des gens. Ils comprennent rapidement. C'est l'expérience de Pavlov. Voilà. Si tu fouettes le chien et tu lui donnes à manger, il va pas venir manger. Donc, moi, c'est le même principe. En fait, je me suis fait agresser 2 fois. Je dis, bon, ça va 2 minutes, on va pas rester dans ce pays, quoi. Enfin, je veux pas être aussi con pour rester encore, quoi. Je me suis fait voler un scooter, j'avais 18 ans, je crois. Il coûtait 2500 €. Et on t'a volé ton scoot. Ouais. Et le 3 jours après que je l'ai acheté. Et c'était, tu sais… Oh mon Dieu, ouais. Mais tu sais, le genre de truc que t'as rêvé toute ta vie. Ouais, d'accord. Tu sais, t'es jeune, tu rêves d'un scooter. C'est le rêve, je pense, de tous les mecs, c'est d'avoir son petit scooter, tu sais, t'as la liberté. Ouais, tu vois. Ouais, moi j'ai eu ma petite moto à 17 ans aussi, tu vois. Voilà, et c'est vraiment le modèle que tu veux. Tout neuf.
et tu as galéré pour l'avoir. Tu as négocié pendant des années avec tes parents et là, tu l'as. Et le pire, c'est que tu te le fais pas voler normalement. Ouais. Tu te fais carjacker. Ah oui, carrément. Carjacker, c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est en gros, tu es sur le scooter, il y a un mec qui te dégage du scooter et tu le prends. Et ça t'est arrivé comme ça? Ça m'est arrivé dans le plus grand carrefour de l'Essonne. Donc devant plein de monde. Ah ouais. Donc là, tu as un sentiment de solitude. Ah mec, ouais. Alors moi, ça m'est pas beaucoup arrivé. Je me suis déjà fait cambrioler quand j'étais à l'étranger. Et quand je me suis fait cambrioler, on m'a volé mon ordi, on m'a volé tout ça. J'étais là, ok, je suis plus chez moi, je veux me barrer. Voilà. Donc je comprends un petit peu le sentiment. Surtout que dans ta moto, dans ton véhicule, tu as l'impression que tu es chez toi. Ouais. Tu as l'impression que tu es le boss. Ça t'appartient, tu te sens bien. Tu es censé te sentir bien et en sécurité. Voilà, tu es le patron. Ouais. Et là, on te vole sur un truc que tu es. Ça te vient même pas à l'esprit que ce soit possible. T'imagines, tu es en train de faire du vélo, du VTT. C'est un carrefour français. Bah, je me le représentais pas comme ça, je t'avoue. Ah, c'est un grand carrefour qui s'appelle Grigny-la-Grande-Borne. Les Français pourront connaître. Et j'étais là, et t'as un mec qui te saute dessus. Et là, t'as un sentiment de solitude et de haine. Tu sais, de la haine qui monte en toi parce que. Je peux m'imaginer un petit peu, ouais. Parce que t'as ce truc du. Mon rêve, il vient de partir comme ça devant mes yeux et je peux rien y faire. Ce sentiment d'impuissance fait que tu te dis, mais ça, plus jamais ça m'arrive. Ça, plus jamais. Donc d'ailleurs, c'est pour ça que là, je vais me mettre à la boxe aussi un peu plus tard. D'ailleurs, après, je m'étais mis à la boxe, mais là, j'ai encore envie de me remettre à la boxe. Parce que parfois, ici, il y a des gens un peu cons. Tu vois. Il y en a partout, hein, qu'on se le dise. Mais ici, il y en a, voilà, des fois, ça chauffe un peu. Et donc, tu as envie de dire, bon, s'il faut se taper, on y va. Et donc là, j'ai envoyé un message à un club de boxe où ils disaient, mais c'est quoi ton objectif? Et je leur dis, c'est de taper comme un camion. Je veux mettre des coups de poing like a truck, tu vois, parce que j'avais vu Khabib qui disait, l'autre là, Khabib, Nurmagomedov, je sais pas quoi. Ah, je connais pas très bien. Qui disait, Justin Gaethje, il tape comme un camion. Je dis, mais c'est exactement ce que je peux faire. Je peux faire tellement mal que le mec, il se dit, mais pourquoi j'ai cherché des problèmes, tu vois. D'ailleurs, c'est une raison pour laquelle moi, je suis devenu fit après. Parce que j'étais un gringalet. Ok. Je faisais 66 kilos. Je me dis, mais ça, plus jamais ça arriverait. T'as voulu apprendre à te défendre ou à dissuader les gens, en tout cas. Donc, après, tu te lances dans la muscu. Je faisais 66. Là, j'en fais 85. Et je me dis, mais ça, plus jamais ça m'arrive, les gars. Donc, j'ai fait 1 an de boxe. Je me suis musclé. Je suis devenu un peu beaucoup plus musclé pour que s'il y a un choix à faire, je ne sois pas le premier sur la liste. Exactement. Mais ça, c'est vraiment un scénario classique de pourquoi j'ai commencé la muscu. C'est un choc, une rupture dans tous les sens du terme, une rupture de je me suis plus en sécurité. En fait, je réalise que je me sens faible, insécure, à découvert face à tout le monde. Ou alors, je me suis fait larguer par ma meuf, mais un gros changement. Et là, bam, tu pars dans la muscu, tu prends goût et tu dis c'est trop bien. Moi, c'est vraiment, tu sais, ce sentiment un peu de vengeance, tu vois, bien sûr. Mais c'est toujours à ce niveau-là. Quand la meuf t'a largué, tu veux te venger, tu vas à la salle. Quand le mec t'a volé ton scoot, tu veux te venger, tu vois, quelque part. C'est pas en mode, c'est pas nécessairement je veux lui faire du mal, ou je veux faire du mal aux gens, mais j'ai plus envie qu'on m'en fasse. C'est un peu ça. Ouais. Bah ça te drive. Tu vois, c'est le premier, c'est vraiment une des premières choses qui m'a fait dire, je veux plus rester en France. Je veux plus rester en France parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu demandes de l'aide en France, en tout cas, ce qui m'est arrivé, c'est que tu vois que personne t'aide. Tu vois. Donc tu te dis, ok, donc je me fais voler, je suis seul. C'est un sentiment de solitude quand tu te fais voler, surtout devant tout le monde. T'es au milieu du carrefour, un grand carrefour, avec ça arrive de là, et t'es au milieu sans ton scooter. Ouais, je peux pas me représenter, mais rien qu'en écoutant l'histoire, je me sens. Tu vois. Et tu vois ton scooter qui file juste devant toi. Ton truc à 2500 balles que t'as rêvé. Voilà, donc toi t'essayes de courir après. Et en plus, le pire, c'est surtout que t'es à 200 mètres de chez toi. Ouais. J'étais vraiment devant chez moi. Et là, tu te dis, ok, après t'appelles la police et tout, et tu sens que en fait, personne peut t'aider. Tu vois. Et là, ça, c'est un sentiment de haine un peu, tu vois, d'injustice et de haine qui monte. Et donc là, tu te dis cette situation, plus jamais je la vivrai, parce que je serais tellement successful et j'aurais tellement sécurisé tous mes trucs que ce problème, si ça m'arrive, j'aurais entre guillemets le pouvoir d'actionner des choses pour me protéger. Je comprends. Tu vois, genre, ok, on va plus faire partie entre guillemets une personne qui juste oh putain m'a volé, fait chier, je reste en France, pas grave, j'assume. Non, on va aller chercher le haut du tableau, on va se donner les moyens de réussir
dans tous les domaines, tu vois, financièrement surtout au début. Ça, c'est quelque chose qui t'a drivé aussi. Ouais, parce que après, forcément, toi, t'as tes parents derrière, et eux aussi, ils vivent ça, tu vois. Mais bon, eux, ils n'ont pas eu d'études. Toi, tu as eu la chance de faire des bonnes études, toi aussi. Hein. D'ailleurs, toi, tu étais vachement meilleur que moi en études. Moi, j'étais nul, tu vois. Et donc, je te dis, la seule possibilité d'arriver là, c'est de bosser plus que les autres. Mec, voilà. De toute façon, il y a toujours un peu cette soi-disant dichotomie entre le talent et le travail. Ouais. Et moi, d'après ce que je vois, c'est que le travail, ça bat tout. Enfin, le travail battra toujours le talent. Parce que le talent a tendance à se reposer des fois un petit peu. Et de temps en temps, tu trouves le talent qui travaille. T'as un Roger Federer, t'as un Tiger Woods. C'est ça. Et là, tu deviens l'élite de l'élite. C'est ça. Mais sinon, c'est les mecs qui bossent. C'est ça. Donc après, tu te dis, ok, donc ça, je suis pas bien en France. Donc je vais aller voir à l'étranger. Oh, l'étranger, c'est super bien. Il y a personne qui me casse les couilles. Tu t'es senti mieux. Il y a pas un mec qui me fait une bague raciste. Peut-être parce que je comprenais pas à l'anglais, mais c'est assez rare, tu vois, ici. Ah bah en Asie, c'est sûrement plus rare, ouais. Et puis surtout, je suis entre guillemets dans un pays où les gens me ressemblent de base. Donc ils vont pas se dire, sale chinois de merde, le mec il ressemble à un asiatique comme moi. Tu vois, donc déjà t'as pas ça parce que t'es entre guillemets entouré d'asiatiques. Tu vois, d'asiatiques, d'indonésiens, il va pas se moquer de tes hybridés, il a les mêmes. J'imagine bien, ouais. Tu vois, donc il peut plus se moquer parce que t'as des yeux bleus, t'as des cheveux blonds, et encore il va être admiratif, de dire c'est incroyable d'avoir des cheveux blonds et tout. Ah oui, les Indonésiens sont très gentils, et moi la première fois que j'étais venu à Bali il y a 6 ans, on nous prenait en photo avec mes potes danois, tu vois. Voilà. Donc, et donc tu te dis ok, donc je vais partir pour vraiment construire et être super successful pour aussi un peu que ça aider mes parents, tu vois, parce que là ils ont pas de boulot, donc parce qu'ils ont vendu leur truc. Et pareil, c'est un sentiment d'injustice, tu vois, de dire que tu as 30 ans d'expérience, tu as ouvert 4 boîtes, personne veut te prendre en boulot parce que tu es un peu trop vieux ou que tu es asiatique, tu vois. Donc c'est pas grave. Toi, en tant que personne, vu que tu sais comment faire, bah donne-toi les moyens pour être tout en haut. Tu es tellement haut que tu peux sécuriser tout le monde. Tes potes, ils ont un problème, vas-y, prends. J'ai prêté de l'argent à mon frère, mon grand frère, tu vois. Je suis plus jeune. J'ai un grand frère et une petite sœur, moi je suis au milieu. Mon frère et ma sœur sont beaucoup plus intelligents. Moi, grand frère et petite sœur, ouais. Voilà. Et puis les deux sont beaucoup plus intelligents que moi à l'école. Moi j'étais vraiment la daube. La daube et un peu le cancre. Ouais. Et donc ça a inversé les rôles, vu que maintenant je suis le plus successful en termes de business, c'est celui qui s'est expatrié. Donc maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, je peux sécuriser tout le monde, que ce soit mon frère, ma sœur, mes parents, etc. Parce que j'ai tellement bossé. Ça, c'est le leitmotiv. Pourquoi tu le fais? Pourquoi tu te lèves chaque matin? Pas pour gagner plus d'argent, pour vraiment sécuriser tout le monde et te dire, ok, là c'est bon, il y a un problème. Pas de problème, je suis là pour le pouvoir. Ouais, j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir de régler une situation. Voilà. Après avoir ressenti cette impuissance, justement, voilà, de ne rien pouvoir faire et qu'en plus personne t'aide. Donc c'est ça qui a fait un peu le déclic de j'ai envie de moi pouvoir m'occuper de moi-même et des autres. Et donc là, par exemple, si mes parents bossent pas, moi je leur ai dit, vous inquiétez pas pour l'argent, j'ai gagné assez pour vous sécuriser tous. Tu vois. Donc c'est toujours le premier problème. Hein. C'est les gens ils payent ses factures. Bah oui, c'est la première chose. Et beaucoup de gens, on n'arrive pas à payer leurs factures et c'est un stress énorme, tu vois. Et te dire qu'il y a quelqu'un qui peut payer les tiennes et qui te dire, ok, tout va bien, plus besoin de travailler, c'est un déstress énorme de te dire que financièrement, t'es bon. Mais après, forcément, pour en arriver là, c'est ah bah oui, là, on est bien d'accord. Des heures et des heures. Tout le monde rêve de ça. Et il y a éventuellement aussi un revers de la médaille à tous les rêves qui sont atteints, bien sûr, mais c'est pas, tu claques pas des doigts pour pouvoir sécuriser financièrement ta famille normalement. En fait, tu fais des choix. Ouais. Tu sors pas entre guillemets quand il y a la soirée à Savaya où donc Savaya, c'est la grosse nightclub du coin, on est ou qu'il y a XY qui t'invite. Non, t'es en train de bosser, t'es en train de charbonner. Moi, à Noël ou Nouvel An, je suis loin de ma famille. Bah, moi, je bossais, tu vois. Ouais. Le 25, j'étais en train de bosser. Le 1er, j'étais en train de bosser. Le 31, j'étais en train de bosser. Ça, c'est ce que tu vois pas. Tu vois, les gens, ils voient la fame. Oh, il a réussi, etc. Il a eu un peu de chance. Et en fait, c'est tout le truc que tu vois pas en background qui fait qu'un jour, tu peux dire, OK, là, j'ai cravaché. Je me suis pas laissé distraire à pouvoir, tu sais, se focus sur quelque chose. Au lieu de partir dans tous les sens. OK, c'est ça. Et comment je fais pour arriver là? C'est en dormant bien, en mangeant bien, en m'entraînant bien, en ayant tout ce qu'il y a autour. Et là, tu fonces. Et ça fait que j'en suis là aujourd'hui, tu vois. Ouais, très propre. Et effectivement, il y a pas de secret d'après ma petite expérience. Oui,
la routine, le cadre, le setup, et ensuite, une fois que tu as un setup qui marche, et ben, tu jettes les heures dans ta machine qui fonctionne, tu jettes tes heures, et puis, il faut sacrifier des trucs, on est d'accord, parce qu'il y a des gens qui écoutent ou qui regardent, qui se disent « Ah ouais, d'accord ». Donc, le prix à payer, c'est Noël, tu bosses, Nouvel An, tu bosses, tu sors pas, etc. Il y a évidemment un équilibre, et tu le dis toi-même, c'est que tu as sacrifié plus au début et qu'aujourd'hui, tu travailles moins. Tu fais pas ça toute ta vie. Voilà, tu fais pas ça toute ta vie. C'est aussi un truc qu'il faut comprendre. C'est un peu un sprint, tu vois. C'est un sprint parce que voilà, le but, c'est pas d'être riche à 60 ans. Tu vois, c'est entre guillemets d'avoir assez d'argent pour kiffer très très vite. Mais d'abord, avant de kiffer, il faut bosser, les gars. Tu vois. Ça se saurait si on pouvait faire l'inverse. Mais c'est les mêmes principes que tu appliques au sport de haut niveau. C'est tu bosses, en fait, tu t'entraînes tellement dur en background que quand tu es en compète, c'est ton heure de fame. Tu vois, c'est le moment de régaler tout le monde et de dire ah Thomas il est trop bon, etc. Et tu fais genre c'est le talent et tout. Alors que t'as bossé des heures et des heures quand toute personne bossait. Toi, t'étais là à t'entraîner, tu vois. Et c'est un peu ce que j'ai répliqué dans mon business, comme j'ai arrêté ce sport-là. J'avais tellement d'énergie et je me dis mais en fait je vais construire un business from scratch. De zéro, et je vais tout faire. J'ai fait Instagram, YouTube, je crée des programmes, je fais des sites internet, mais pour moi, j'ai jamais fait ça de ma vie. Donc je galérais comme jamais. Je mettais au moins 6 mois avant de créer un site internet. Ça, c'était après avoir déjà beaucoup d'expérience dans le tennis de table. En fait, c'est quand j'ai commencé le business, tu sais, où je me suis lancé après être coach sportif en présentiel. Mais ça faisait longtemps que tu avais ce sport. Est-ce que tu as l'impression que cette mentalité que tu as trouvée dans le sport de plus ou moins haut niveau en mode, il faut juste cravacher comme un porc et ensuite t'as le show-off, le spectacle. Mais en fait, si tu arrives à pouvoir arriver et puis faire le spectacle, c'est parce que tu as bossé comme un taré. Est-ce que tu as l'impression que cette mentalité, cette discipline et cette rigueur, tu l'as trouvée un peu dans le sport avant de pouvoir l'appliquer? Par exemple, dans le business, en fait, un peu parallèle. Le truc, c'est que j'ai passé plus de temps avec mes entraîneurs qu'avec mes parents. Tu vois. Oui, d'accord. Donc, ça veut dire en fait, moi, j'ai commencé le haut niveau à 10 ans, à peu près 11 ans. Oui, bon. Donc, ça veut dire que matin, midi, enfin, surtout midi, soir, tu fais du ping-pong. Et les vacances, t'as stage, 2 semaines, tu dors. Ping-pong, tu dors ping-pong, tu joues au ping-pong. Ça répond à ma question, effectivement. Tu as commencé avant. Voilà. Donc, en fait, ça te forme. En fait, ces 2 entraîneurs qui s'appellent Nicolas, c'est eux qui m'ont, entre guillemets, mis comme je suis actuellement. Ça veut dire, tu as la gagne, tu arrêtes de te plaindre. Au début, j'étais là, ouais, mais tu sais, j'ai mal à la jambe, c'est pour ça que j'ai perdu. Il me regarde et il me dit, arrête de me raconter ta vie, trouve-moi des solutions. Va le gagner, ce mec, c'est une petite merde, t'es pas censé perdre contre lui. Et après, tu dis, ah, mais je sais. Il me dit, ouais, tu sais, va t'entraîner alors, tu vois. Après, il te fait courir. Il te fait, en fait, devenir une machine de guerre. Tu vois. Là, tu vois, t'as pas gagné parce que t'es faible. Tu vois, t'es faible, ton service, il est pourri, t'es nul. Donc maintenant, tu vas t'entraîner. Si tu veux gagner, tu veux être le numéro 1, faut t'entraîner, mon pote. Donc, tu vas t'entraîner, Thomas. Et en fait, ça t'inculque cette hargne, tu vois, lui, il est là, en fait, il te jette jamais de fleurs presque. Il te dit jamais que c'est bien. Quand c'est pas bien, il te le dit. Par contre, il te dit, t'es nul aujourd'hui, en fait, tu vois. Si t'espères être champion de France avec ça, jamais de la vie, en fait, Thomas. Après, tu es là, oui, mais si. Non, là, comme ça, avec ton niveau, t'es jamais champion de France. Donc, il va falloir que tu bosses plus que ce mec-là. Ok, parce que tu m'as dit que tu voulais devenir champion de France, Thomas. Il me dit, oui, ok, tu vois. Et donc, il te forge et il t'apprend la discipline de toujours faire plus si tu veux devenir le numéro 1. Ah bah oui, voilà, si tu as énoncé le fait, moi je veux être champion de France, là il va falloir s'attendre et il faut trouver aussi un bon coach qui va te dire les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire, écoute, tu ne deviens pas champion de France en le trouvant sous son oreiller un matin, quoi. C'est ça, lui, si tu veux, il m'a donné cette discipline dès que je faisais le con, il me faisait courir. Tu vois, dès que j'étais en retard, il me faisait courir. Ah, désolé, je suis en retard 5 minutes. Allez, va faire 3 tours de terrain. Et si je le faisais pas, il me regardait. Il m'attendait que je les fasse. Donc, j'étais obligé de les faire parce qu'en plus, il me ramenait chez moi. Donc, en fait, il me forçait. Et c'est grâce à lui que je suis devenu fit. En quelque sorte, tu as été éduqué aussi en partie par tes coachs. Par mes coachs qui m'ont formé entre guillemets, à la discipline. Et après, tu vois, quand j'ai commencé à être bon, il me dit, tu vois, là, ton travail, il paye. Parce que toutes ces années où tu as cravaché, c'est là où ça paye aujourd'hui. Et c'est là aussi que tu as aussi de la reconnaissance ou un sentiment de, tu vois, le coach, c'est bien quand il te dit
quand il te dit pas tout le temps que c'est bien, on est d'accord, mais éventuellement quand t'atteins, si le coach il est là parce que toi tu le vois comme une figure très importante dans ta vie, ton coach t'as pas envie de le décevoir, t'as de moins en moins envie. En plus si t'as tapé dessus et t'as modelé toi, parce que t'as vraiment modelé intérieurement ta discipline, ta façon de penser, t'es quand même content au bout d'un moment de pouvoir le rendre fier et c'est ça. En fait t'as envie de qu'ils aient dans leurs yeux. Ah putain, c'est lui le meilleur, c'est lui le numéro 1 du groupe. Et d'ailleurs, à un moment donné, en fait, moi je suis arrivé le plus nul et je suis arrivé numéro 1 très rapidement parce que en fait, j'avais cette hargne où quand tu sais, ce sentiment de compétition où tu me dis t'es meilleur que moi, mais toi t'es pas meilleur que moi en fait. Tu vois. Moi, je vais te montrer que je suis meilleur que toi, alors que j'étais à des années-lumière de lui. Il était en équipe pro, moi j'étais encore à haut niveau, mais tu sais, à un jeune âge. Donc je peux pas concurrencer un mec qui a 30 ans d'expérience. Ouais, bien sûr. Donc il te force, c'est grâce à lui que j'ai cette mentalité de jamais lâcher, d'être constant, que je m'entraîne tous les jours, tu sais, cette discipline finalement, que ça aille bien ou pas, t'es là. Bah t'es obligé, tu viens. Tu fais le travail, comme on dit, tu fais le job, c'est ton métier, tu fais le job. Voilà. C'est pas du loisir. C'est un bon. Ouais, bah vraiment le sport, c'est merveilleux pour ça. Est-ce que tu as commencé, ça je savais pas que tu avais fait du ping-pong. Du coup, j'ai des questions en plus qui arrivent, bien sûr, ça m'intéresse. Est-ce que le ping-pong t'as commencé, toi t'as dit papa, maman, je veux faire du ping-pong, ou quel a été le rôle de tes parents? Parce que tu sais, il y a un peu ce stéréotype dans la culture asiatique de les parents, ils font commencer du sport à leurs enfants, ils sont assez stricts. Tu as tous ces mèmes en mode il faut que tu ramènes un A, c'est pas suffisant, il faut que tu aies un A+. Quel a été le rôle de tes parents dans tout ça? Bah, le truc, c'est que ton éducation, de ta culture. Moi, j'ai commencé le ping-pong, j'étais une brêle. C'est-à-dire que je jouais dans le jardin et je kiffais. D'accord. Et je jouais comme une brêle, comme ça. Et puis, et en fait, c'est par hasard que je joue au ping-pong parce que tous les Chinois savent jouer au ping-pong. Mon père, il sait jouer au ping-pong. Je jouais un peu avec lui et tout, il gagnait. Moi, bref, je jouais et tout. J'ai fait plein de sports et tout, et puis bon, ça m'arrive un peu comme ça. Mais je suis un peu casse-couille, donc ça veut dire que mes parents, ils ont pas trop d'emprise sur moi parce que je suis vraiment relou. Depuis le jeune âge, je suis un peu rebelle. Un peu cancre. Cancre, rebelle. J'en fais qu'à ma tête. Je suis très entêté, très têtu, tu vois. Et depuis mon plus jeune âge, donc je suis comme ça. Et en fait, à un moment donné, je fais une compétition, un peu de repérage, où les 4 premiers, ils font le championnat de France. D'accord. Pour représenter la région. Mais moi, j'ai jamais fait de ping-pong de haut niveau, quoi. Et donc moi, je m'entraînais dans une cave, j'avais même pas de raquette, pour te dire, j'avais emprunté une raquette et je me retrouve 3e de la compétition. Donc je suis repéré par ces 2 entraîneurs. D'accord. Ils me disent, c'est qui ce mec? Il a le potentiel. Il est nul, mais il arrive à faire 3e, donc c'est intéressant. C'est un diamant brut, tu vois. Voilà, il arrive à faire 3e, mais il est nul. Comment il a fait? Donc j'arrive au championnat de France et je connais même pas les règles. Tu vois? Bah oui, dans ta cave, t'avais pas un poster avec les règles, j'imagine. Je servais n'importe comment, j'avais pas de raquette officielle, j'avais une raquette Décathlon, il me dit ouais mais Thomas il faut une raquette homologuée, je savais même pas ce que c'était. Après on fait des doubles aussi au ping-pong. Je savais même pas les règles du double. Ah oui, c'est compliqué en plus. C'est comment faut savoir, c'est 2 services, je sais pas quoi, tu tournes, je comprenais rien. Il m'avait appris le jour même de la compète. Et après ils m'ont repéré et puis ils m'ont formé de A à Z. C'est-à-dire que j'étais vraiment nul au début, quoi. Et c'est comme ça qu'après je suis arrivé au ping-pong parce que ils m'ont dit mon parent, tu veux le faire? Je dis bah ouais, vas-y, on le fait au niveau, ça peut être marrant, tu vois. Et après j'ai commencé, puis après ça m'a plus lâché. Très inspirant, très cool. Commencé vraiment à l'arrache totale, quoi. Vraiment comme mon business, j'ai commencé à l'arrache, quoi. Tu te lances et tu vois comment ça fait, qu'est-ce qui marche pas. T'improvises, quoi. C'est vraiment l'antithèse de l'over-préparation qui tourne à la procrastination, de ne jamais se lancer, comme tu peux le trouver dans le sport, le mec qui fignole son programme pendant 6 mois avant de le commencer, etc. Donc tu commences, t'es une brêle, c'est pas grave, tu commences, t'apprends sur le tas, c'est un petit peu comme ça que j'ai fait aussi. Que toi t'as fait tout ce que t'as réussi. Bah ouais, tu commences à l'arrache et t'apprends et tu dis putain ça c'est pourri, t'enlèves. Tu dis, ah putain, ça c'est encore nul. Tu fais des heures tout le temps en fait. Tu vois. Mais tu commences vite. Tu itères, rapidement. Et ça s'améliore. C'est ça, exactement. Putain, stylé. Et aujourd'hui, du coup, t'es sur Instagram notamment. Coaching à distance principalement. Vente de programmes surtout en ligne. Vente de programmes, ok. Et t'as, comme tu l'as dit, toute une donc t'es plutôt focalisé dans la perte de poids et les femmes globalement. Sur les femmes. Donc là, on a plus quoi, 25 000 femmes déjà. Sur la perte de poids essentiellement, plus de 10 kilos. Là, on lance les hommes aussi. Mais moi, mon kiff, tu vois, c'est vraiment d'aider les gens à perdre du poids. Tu vois, qui se disent, lui,
c'est mon sauveur. Ouais. Tu sais, c'est un peu le Robin des Bois, comme ça se retranscrit par rapport à ce que j'ai vécu. Tu vois, l'injustice, le fait de se sentir seul, dans la perte de poids, c'est ça. Tu vois, toi, t'es pas concerné par ça, mais tu sais, nous, on a la chance, entre guillemets, la chance, oui et non, parce qu'on se donne pour, mais tu vois, d'être assez fit, de pas avoir de problème de poids, d'image qu'on a devant le miroir. Il y a des problèmes, il y a des gens qui, pour moi, la pire des choses, c'est ça, tu vois, c'est quand t'as besoin d'aide, t'as personne qui est là, et les gens qui sont là, ils sont pas vraiment là pour toi. Tu vois, dans le sens où, un perte de poids, il y a du monde, mais il y a personne, il y a peu de monde, on va dire, j'aime bien les 20-80, les 20, il y a 20% des gens qui sont vraiment là pour t'aider, et les 80 autres, ils savent même pas pourquoi ils sont là. Donc, ils vont t'arnaquer, ou ils vont faire des trucs what the fuck, et toi, en fait, tu te donnes les moyens de réussir, tu n'y arrives pas, tu comprends pas pourquoi, tout simplement parce que le truc est pas bon, et tu te remets en question. Tu vois, et tu dis, mais je comprends pas. Pourquoi ça marche pas? Et ça, pour moi, c'est un peu une injustice, tu vois. C'est une injustice du manque de connaissances que les gens peuvent avoir. Et du coup, moi, c'est un peu mon rôle, tu vois. J'estime que c'est mon rôle en tant que personne qui a eu la chance d'avoir un spectre assez 360, d'avoir cette critique de me dire, OK, on va faire en sorte que moi, je devienne une référence dedans pour aider ces gens-là, parce que je sais combien c'est plaisant de se dire, lui, tu vois, comme mes entraîneurs, les deux, ils ont changé ma vie. Tu vois, il te dit, lui, il a changé ma vie. Ce petit mec-là, sur Instagram, j'ai scrollé, je l'ai vu, j'ai pris son programme, il a changé ma vie. Tu vois, et ça, c'est gratifiant. Parce que ce mec, XY, toi, peut-être tu vas pas retenir tous tes clients, mais lui, il va se souvenir de toi parce que tu l'as aidé. Tu vois. Et ça, je trouve ça beau de dire, t'as un problème de perte de poids, appelle Thomas, c'est un bon gars, il va t'aider. Et ça, pour moi, c'est fort. Tu vois, de se dire que t'impactes la vie des gens. Parce que comme je t'avais dit la dernière fois, plus que l'argent, plus important après, c'est d'impacter le plus grand nombre possible. Tu vois. Et c'est ça qui te drive. Parce que quand tu es drivé par l'argent, tu finis triste, hein, comme beaucoup de gens qui sont très riches. Ok, tu as fait 300 millions, 400 millions et tu fais quoi avec ça? T'as rien à faire, quoi. Tu vois. Donc il faut personne et plus rien qui te donne envie. Il faut que tu aies une mission, tu vois, un truc qui te drive. Et pour moi, ce qui drive, c'est d'aider les gens à se transformer, tu vois. Ok. Et aujourd'hui, tu as un bon business autour de ça. Comme tu l'as mentionné, tu as pas mal de gens qui t'aident. Tu peux résumer un petit peu ton équipe aujourd'hui, comment ça se passe, combien de personnes, qu'est-ce qu'elles font, où est-ce qu'elles sont, est-ce qu'elles habitent ici à Bali? Je pense pas qu'elles habitent toutes ici. Comment tu résumes un peu la structure? On est 13 à peu près. 13, ouais. Et là, je vais grossir encore un peu. Il me manque un peu des personnes, entre guillemets, encore avec plus d'expérience que moi. D'accord. Ouais, je vois. Tu cherches à te sortir toi du processus et de te remplacer pour différentes tâches par des gens plus compétents, tout simplement. En fait, je cherche surtout à avoir des gens qui sont bons là où je suis mauvais. Et classique. Comme toute personne, si tu fais un business, il faut t'associer à quelqu'un qui est complémentaire, hein, pas les mêmes forces, sinon ça n'a aucun sens. Donc on est à peu près. En fait, il y a de tout, tu vois. Il y a de l'email, il y a la création de programmes, editing de vidéos, du montage, création, community management. Il y a tout, quoi. On a une grosse équipe exprès pour cadrer tout ça, parce que j'ai Instagram, j'ai deux comptes, un à 200 000, l'autre à 60 000. Et l'autre à 60 000, c'est un régal. Ça, c'est Instagram, pour moi, c'est la cour de récré. C'est vraiment, je trouve ça facile, quoi. Après, c'est là où je suis bon. Comme je te disais, à l'inverse de toi, moi, je suis bon dans les petits contenus. Format court, tu veux dire. Et YouTube, moi, c'est mon plus grand, c'est quoi, en français, c'est. La bête noire? Non, c'est pas ma bête noire, c'est mon petit chagrin, tu vois, genre. D'accord. Tu te donnes et ça marche pas comme tu voudrais, c'est un peu la petite frustration. Ça me chagrine, tu vois. Et moi j'aime pas les trucs qui me chagrinent, donc je essaie de comprendre. Donc là, au moment où on fait ce podcast, j'essaie de trouver qu'est-ce qui peut faire que ça marche, tu vois. Peut-être que je vais exploser, tu vois. J'ai 70 000 personnes, mais tu vois, je fais pas comme toi. Je fais une vidéo, je fais 200 000 vues. Moi, c'est beaucoup plus bas. Mais j'aime ce challenge de me dire, ok, comment lui, Eric, il fait pour faire 200 000? Alors que moi, je fais rien, tu vois. Je fais peanuts comparé à mon audience. Et du coup, t'es là, on va essayer de décortiquer tout ce qu'il fait. Tu vois. Alors, je suis pas la référence, hein, mais il y en a d'autres qui. Mais tu vois, quand on regarde sur YouTube en France, bon, t'as peut-être Nassim qui tourne bien aussi, en termes de vues vidéo, tu vois. Mais toi, quand tu fais une vidéo, tu fais 150, 200 000, 500 000.
Tu vois? Ouais, il y a certaines vidéos qui ont bien pété, mais c'est vrai que... Mais tu fais un minimum de 20-30 000 facile, tu vois. Ah oui, ça, quand même, oui. Je pense que tu arrives minimum à 10% par rapport à ton nombre d'abonnés, quoi. 60 000. 50 000. Oui, tu vois. Moi, mon but, c'est de faire 100 000 par vidéo. Donc, ce qui est très très bien, ça fait 20% de, entre guillemets, 20% de... Ouais, des abonnés, ouais. Ce qui est énorme, quoi. Tu vois. Ouais, ce qui est beaucoup, quoi. Non, mais, oui, c'est bien. 100 000 en termes absolus, moi, je me dis, ça me va, tu vois. Par exemple, tu vois, moi, ça c'est un chagrin, ça, de me dire que j'arrive pas à percer sur YouTube, qui est le canal que je consomme le plus. Oui, d'accord, je comprends. Tu vois, c'est pas comme si un canal que je consommais pas. Ok, parce que moi, Instagram, j'essaye même pas, mais toi, ça se voit que c'est ta force, tu vois. Ouais. C'est ça qui t'a construit, mine de rien. C'est là-dessus que tu as quand même basé beaucoup de ton business. Tu as TikTok aussi. TikTok aussi, pareil, là, c'est la cour de récré. C'est la cour de récré, c'est la grande récré. C'est ton kindergarten, tu joues, tu fais n'importe quoi. Et ça marche. Et ça marche, mais après, moi, je suis bon dans ces petits contenus. Bah oui, justement, c'est une force, hein, tu vois. Moi, je suis pas bon là-dedans. Ça me plaît pas. TikTok, je consomme pas. J'aime pas du tout TikTok. Les réels, c'est la même chose pour moi. Je me fais aspirer dedans, du coup. Je ne consomme pas, du coup, j'ai pas très envie de créer non plus pour cette plateforme, mais je sais que c'est pas ma force. Ouais. C'est le genre de truc que je déléguerais. Ok, toi, tu me fais tout ça, moi, je veux pas en entendre parler. Ouais. Tu vois. Bah ouais, moi, je suis plutôt bon dessus. Ouais. Mais voilà, mais moi, c'est toujours ce côté que si je suis pas bon dedans, il faut que je trouve un moyen d'y arriver. Et je sais que je vais arriver, cette mentalité de challenge, de ok, là, ça devient intéressant. Ouais. Il y a un truc qui marche pas. On va lui rentrer dedans. Comment ils font les mecs qui réussissent pour y arriver? C'est toujours ce côté, ok, il y a beaucoup de gens, il y a une minorité des gens qui réussissent. Et toi, tu sais que c'est pas de la chance. Voilà. Parce que t'es déjà... Comme il y a une minorité de gens qui savent bien danser, qui sont bons en fitness, etc. Qu'est-ce qu'ils font, ces petits mecs-là? Bon, là, YouTube, le truc, c'est que t'as différentes choses qui rentrent en jeu. T'as ton histoire, t'as ta musique, t'as tout ce que tu racontes, ton personnage, t'as tout. Donc, t'as pas que une variable de discipline, t'as de la créativité, t'as plein de trucs qui se mélangent, tu vois. T'as beaucoup de skills à mettre en place. Et ouais, moi, je regarde, je dis, miniature. Une miniature aussi. C'est vrai que t'as un travail de miniature qui est moins important sur des plateformes comme Instagram et TikTok. Donc, c'est plus propre à YouTube d'avoir un bon titre et une bonne miniature, ce qui n'existe pas vraiment sur les formats courts, typiquement. Ouais, c'est vrai. Donc ça, c'est un peu là où je travaille énormément en ce moment. Sur YouTube. Tu t'en sors déjà pas si mal. Ouais, mais tu vois, moi, mon but, c'est d'être, arrivé à 500 000, 1 million. Je comprends mieux. Je t'ai appris à te connaître aussi ces derniers jours. Et là, encore plus pendant cette discussion, je comprends que t'as cette mentalité aussi de, t'as envie. Maintenant, t'as faim et t'as déjà eu faim, t'as fait. Et en fait, tu sais probablement qu'il n'y a pas grand-chose qui est impossible pour toi. Oui, voilà, c'est ça. Si tu apprends, si tu absorbes les informations et qu'ensuite, une fois que tu as un plan smart, tu te jettes dedans. Ouais, c'est ça. T'as déjà eu la preuve que ça pouvait marcher, du coup, t'as aucune preuve que quelque chose est impossible. Donc, ouais, c'est vraiment un jeu, quoi. Tu vois, là, maintenant, comme je te disais la dernière fois, tu te fais plaisir, quoi. Ouais. Allez, qu'est-ce qui te fait kiffer? Moi, ce qui me fait kiffer, c'est YouTube, tu vois. J'aime bien ce challenge, tu vois. Parce que c'est lui que je consomme le plus en tant que personne. Je vois. Je sais pas toi, mais moi en tout cas, entre le podcast et YouTube, c'est là où je trouve les contenus les plus intéressants, parce que les gens ils racontent des vraies histoires, de vrais contenus. Moi, attention, je regarde des vidéos de 1 heure, 2 heures, 3 heures. Tu vois. Tu regardes les Joe Rogan, les machins comme ça. Ouais, voilà. Quand je vois une vidéo de 5 minutes, je dis, ça sert à rien. 5 minutes, j'ai dit grand chose. Mais moi, c'est des vidéos que je fais, parce que je sais que les gens consomment ce genre de vidéos. Exact. Alors que moi, je suis friand de 1 heure, 2 heures, 3 heures. Je me dis, ça, c'est un régal, ça. Là, ça va deep. Là, t'as le temps de creuser la chose. Ça, je vais me la mettre, je vais faire mon petit vélo et vas-y, envoie-moi la sauce, tu vois. Et tu vois, typiquement, cette vidéo qu'on est en train de faire, c'est vraiment un format podcast. C'est pas du tout dans les codes traditionnels de YouTube, parce que YouTube a le format très dynamique, etc., etc. Moi, j'aime beaucoup ce genre de vidéos. C'est aussi pour ça que j'ai voulu lancer le podcast et tout ça, mais c'est vraiment à part. Tu peux pas t'amuser à mélanger ça avec le reste, parce que c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes personnes qui consomment et tout. C'est vraiment tous ces univers différents sur les réseaux. Alors il faut aimer, moi je trouve ça fascinant, bien sûr. Toi aussi, manifestement. Mais Mais moi aussi, c'est pour ça que j'avais fait des podcasts avec Chloé, que tu connais aussi. Bah oui, bien sûr. Parce que je trouve ça, en fait, moi j'aime ce format et je veux aussi le faire, tu vois. Des fois j'en fais de temps en temps. C'est pas ma priorité, mais j'aime bien quand l'occasion se... Bah aussi parce que tu t'es offert le luxe de pouvoir faire des choses qui te font plaisir aussi. C'est plus important. Juste à la recherche toujours de rentabilité ou optimisation ou productivité. Au bout d'un moment, moi ce podcast c'est ça, c'est ok, projet passion. Ça me kiffe de pouvoir faire des vidéos et discuter avec des gens et genre
monétiser que dalle dessus parce que c'est de la merde monétiser un podcast. Et du coup, mais c'était juste de se dire, ok, je peux m'offrir ce luxe, c'est mon hobby en fait. Tu vois. Et ça, c'est cool. Et toi, t'en es clairement à un stade où tu peux t'offrir ce genre de choses. Complètement. Ouais, mec, c'est grave stylé. Merci beaucoup pour cette discussion, Thomas. C'était très cool. Si tu veux renvoyer les gens qui nous écoutent sur ton travail et ce que tu fais, tu les renverrais où? Alors moi, là, je suis un peu partout. En plus, celle-là, on envoie fort. Donc, vous envoyez fort. J'espère que le jour où tu vas envoyer le podcast, j'aurai déjà tout arraché. Ouais. Parce que, on est sur quoi? Instagram, Jean Coaching, on a TikTok, Jean Coaching, YouTube. Et là, on a quoi? TikTok, 2 comptes Instagram. Et là, site internet aussi. Ouais, site internet, mais ça, il y a tout qui est sur Instagram. Donc là, le but, c'est vraiment de tout arracher, quoi. Tu vois, c'est de se faire. Comme je t'avais dit, le but, c'est de se faire plaisir. Maintenant que financièrement, je suis bien. Maintenant, il faut des trucs marrants à faire, quoi. Il faut des trucs où tu te marres, quoi. Au-delà de l'argent, maintenant, il faut rigoler sur des projets avec des gens. Tu sais, des trucs tout nouveaux, from scratch, d'essayer des trucs. De toute façon, tu t'en fous parce que tu as un backup derrière, tu vois, où tu n'as pas mis toutes tes œufs dans le même panier. Et voilà, comme moi, je t'avais dit, je fais du trading aussi, donc j'ai d'autres aspects qui font que faut que je m'amuse, quoi. Tu vois, le trading, c'est marrant, quoi. Tu es en compétition avec le monde entier. Et que des gens qui sont sûrement intelligents, et tu en as 10% des gens qui gagnent. Bah oui. Et qui prennent l'argent des autres, principalement. Voilà, moi, j'en gagne, donc je fais partie de ces 10. Et je trouve ça intéressant. Tu vois, je me dis, comment ils font ces 10%? Maintenant, j'en fais partie. Comment je fais pour pas faire partie des 90 qui perdent? Tu vois, entre guillemets, un peu de se faire couiller, quoi. Ah oui, bon, je pense pas que cette mentalité t'a trop desservi jusqu'à présent. Pour l'instant, ça va. Ouais, pour l'instant, ça va. Bah, de toute façon, tous les liens, tous tes réseaux et tout ce que tu fais, ce sera dans la description de la vidéo et du podcast. Merci encore de m'avoir accueilli dans ta jolie villa. Et puis, on devrait montrer parce que là, on est dans le canapé, mais il y a la piscine, il y a tous les trucs, jardin. Mais écoute, avec plaisir. Merci. Voilà, merci encore à Thomas pour cette invitation. Tu trouveras tous ses réseaux dans la description. D'ailleurs, juste après cet épisode-ci, on en avait enregistré un autre à mon propos qui sortira sur ses réseaux à lui, probablement quelques temps après cet épisode. Voilà, si l'épisode t'a plu, si le podcast t'a plu, comme d'habitude, tu peux t'abonner sur les plateformes. Par exemple, tu peux t'abonner sur Spotify. Comme ça, tu as moins de chances de rater les épisodes. Tu peux laisser une petite review, quelques étoiles, le nombre d'étoiles qui te semble le plus approprié sur Spotify, sur iTunes. Ça fait méga plaisir. Voilà, on se retrouve très rapidement sur YouTube pour des vidéos que j'aurai filmées ici même. Et puis sur ce podcast, jeudi prochain, je l'espère, pour un nouvel épisode. Voilà, moi je vais retourner en bas parce que si tu regardes la vidéo, tu vois que je suis sur le parterre de yoga tout en haut de l'immeuble de coworking où je suis. C'est magnifique. Par contre, il fait super chaud, donc je suis en nage dans mon t-shirt. Je vais rentrer à l'intérieur. Voilà. En attendant le prochain épisode, travaille bien, prends soin de toi. Ciao.